édition d'Appel sur le continent, la dernière de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver, toujours aussi nombreux à nous regarder sur la télévision panafricaine. C'est un secret de Polichinelle désormais. L'opération française Barkhane au Mali ou dans le Sahel en général est un échec cuisant. Les observateurs sont d'accord sur cette question. On en parle donc cet après-midi de l'expulsion de l'ambassadeur français au Mali, par exemple, en passant par l'hostilité, on va le dire ainsi, des populations, de l'opinion publique africaine en général et malienne ou sahélienne en particulier vis-à-vis de l'opération française Barkhane. On en parle cet après-midi, mesdames, messieurs. Pourquoi, selon vous, cette politique de Paris au Sahel est un échec? Les analystes sont unanimes sur cette question. Qu'est-ce qui peut expliquer cet échec? On en reparle dans cette édition d'Appel sur le continent avec bien sûr nos invités que nous avons le plaisir de retrouver. Jimmy Dalido, représentant syndical, par ailleurs militant politique et auteur. Linda Larbaoui que nous allons retrouver tout à l'heure. Et puis bien sûr Luc Michel, géopoliticien dans le cadre de cette édition d'Appel sur le continent. Alors tout de suite, chers invités, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vous propose de regarder avec nous cet élément que nous propose la réalisation. On revient juste derrière pour les analyses. De coopération qui aurait vocation un peu à créer les conditions d'un réceptacle de toutes ces initiatives en vue de créer la coordination nécessaire pour mettre en place toutes les infrastructures qui pouvaient être profitables à cette région. Les chefs d'État à l'époque avaient pensé qu'il était bon en effet que ces initiatives soient canalisées vers des projets dans le domaine de l'infrastructure, des infrastructures énergétiques, de télécommunications, routières, etc., dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'éducation, des questions humanitaires. C'était ça vraiment l'idée à la base du G5 Sahel. Puis, évidemment, les questions de sécurité, à mesure que la situation s'est dégradée au Mali, aussi sont venues s'y greffer. Et en N'Djamena, ici, il y a eu un grand tournant à l'occasion de ce sommet très important de l'année 2015 en N'Djamena. Et donc, c'est ça le G5 Sahel. Qu'un pays comme le Mali n'y soit pas, dans la mesure où tout s'est joué au Mali et que le Mali était un peu le centre de l'intérêt même du G5 Sahel dans son concept à la base, il y a un problème. Nous venons d'en parler avec le président Mahamat et nous pensons que ça c'est un épisode qui va être dépassé. Nous allons bientôt avoir une réunion, nous allons lancer un appel. C'est un gouvernement du Mali qui a pris cette décision dans sa façon à lui d'évaluer une situation, mais évidemment que ce n'est pas une décision éternelle. Nous devons par conséquent nous retrouver et faire en sorte que le G5 soit viable. Il a eu beaucoup de difficultés jusqu'à présent, force est de le reconnaître, ça ne sert à rien de se voiler la face. Nous ne pensons pas que le G5 Sahel ait été un modèle de réussite de ses objectifs, ni sur le plan économique de tous les projets qu'il avait envisagés, ni même sur le plan de la sécurité. Mais nous avons eu un échange, nous savons à quoi sont dues les difficultés, et nous sommes dans un espace dans le cadre duquel nous avons à agir ensemble pour coordonner notre action en vue de développer la solidarité nécessaire pour faire face à l'insécurité. Et nous sommes aussi un cadre d'intégration économique pour les raisons que j'ai indiquées plus haut. Donc, nous n'avons pas encore considéré que c'est terminé pour le G5. Nous allons nous battre pour le recréer et peut-être même lui donner un nouveau souffle et vraiment une énergie nouvelle. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots chargés d'espoir. Je vais inviter maintenant le correspondant de l'agence France Presse au Tchad, Abba Likaya, qui a une question pour le président Mohamed Bazoum. Merci, Excellence. Ma question s'adresse au président du Niger. Monsieur le Président, le Niger fait partie des pays qui devraient accueillir
les troupes françaises après le retrait du Mali. Quel dispositif souhaitez-vous pour leur déploiement? Merci. Nous sommes en train de discuter avec nos partenaires français pour définir la modalité de l'articulation de l'action des forces françaises avec le dispositif qui est déjà en place au Niger. C'est une question technique sur laquelle les militaires nigériens et français sont en train de discuter et certainement que cela va déboucher sur des choses qui seront les plus pertinentes possibles. Alouida Info, qui est le journal en ligne, et elle est adressée au président du Conseil militaire de transition. Elle sera posée par M. Jimmy Wishi. Excellent Monsieur le Président, le Tchad et le Niger ont souligné à maintes reprises la nécessité de la finalisation de la route transsaharienne, notamment les tronçons entre l'Algérie et le Niger et le Tchad, ainsi que d'étudier la possibilité d'établir une liaison ferroviaire entre les deux pays. Où en est-on concrètement avec la route transsaharienne? Ma question est destinée au PCMT. Merci. En ce qui concerne la route transsaharienne, je crois que le président Bazoum a déjà répondu en ce qui concerne le Niger. Maintenant, en ce qui concerne le Tchad, je crois que les travaux ont commencé et nous sommes très avancés. Il manque juste un gap de 50 km. Et ce gap, nous sommes en discussion avec nos partenaires et les discussions avancent très bien. Et nous espérons dans bientôt commencer ce gap de 50 km qui permettra de lier N'Djamena et Niamey par la route. Excellence, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, je reviens vers vous. Le lac Tchad est fortement menacé, c'est un truisme de le dire. À un moment, il était question du rechargement de cet important point d'eau de Lubangui-Chari. Où en est-on avec ce projet et d'une manière générale, comment sauver le lac Tchad? Merci, Monsieur le Président. En effet, vous avez raison. Le lac Tchad est fortement menacé de disparition. Comme vous le savez, le lac Tchad nourrit directement ou indirectement plusieurs millions de personnes. C'est pour ça d'ailleurs que les chefs d'État du bassin du lac Tchad ont décidé en son temps de recharger le lac Tchad par le Lubangui-Chari. Des études ont été décidées, ces études sont en cours et je crois que dès que ces études seront terminées, les chefs d'État se réuniront pour prendre les mesures nécessaires pour que ce lac ne disparaisse pas, parce que cela en dépend de la vie de la génération future. Merci beaucoup, Excellence. Une avant-dernière question que nous allons prendre avec Djibolo Kongon Antelme. Il vient de Electron TV et la question est adressée au président de la République du Niger. Excellence, Monsieur le Président du Niger, votre pays a eu une grande expérience dans la gestion des transitions qui ont toujours débouché sur des élections libres et transparentes. Comme vous venez d'évoquer l'histoire tout à l'heure, quelle est alors votre contribution pour... Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément que nous venons d'écouter. Alors tout de suite, chers intervenants, chers invités, on va commencer avec vous, Luc Michel. Alors Luc Michel, lorsqu'on évoque la politique française au Sahel en cette année 2022, on se rend bien compte qu'on est passé de l'acclamation d'antan au rejet systématique, surtout pour le cas du Mali. Alors, quand on parle du Mali, comment comprenez-vous, comment analysez-vous justement le cas du Niger par exemple et du Tchad voisins au moment où de l'autre côté le rejet est systématique? Comment comprendre la position du Niger et du Tchad alors que la France ou l'opération française est systématiquement rejetée au Mali voisin? Invité
et à nos téléspectateurs. La défaite de la France dans la guerre du Sahel, elle a été pronostiquée dès 2019. C'est le célèbre livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Une guerre perdue de la France, le Sahel. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, c'est pas Afrique Média ou Luc Michel, c'est quelqu'un qui est proche de la Fondation Saint-Simon, le TikTok du ministre Le Drian. Il a analysé cet échec qu'il avait été annoncé par le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov dès 2013, lorsqu'il avait dit qu'on ne pouvait pas mettre au pouvoir des djihadistes à Tripoli et prétendre les combattre au Mali. Lorsque la Jamaïria est détruite, il y a de petites organisations terroristes djihadistes qui sont des groupes mafieux. Par exemple, le plus haut dirigeant, c'est Mokhtar Belmokhtar, l'Algérien, on l'appelle Malmoroman. Lorsque nous sommes en 2022, il y a 4 grandes organisations djihadistes transnationales et plus de 40 groupes armés. Il y a les gens d'AQMI au Maghreb islamique, il y a les gens de Daesh, l'État islamique du Grand Sahara, il y a ce qu'on appelle Boko Haram, qui est partagé entre une allégeance à AQMI et à Daesh, et enfin, il y a une 4e organisation qui est formée avec l'aide des Turcs à partir des djihadistes venus reconquérir la Libye pour le compte des Américains depuis le Liban-Syrie, qu'on appelle le groupe Al-Nosra, du nom du Jabhat al-Nosra, qui est le nouveau nom de Al-Qaïda en Syrie. Voilà donc pourquoi la France a échoué. Cette constatation de l'échec français, elle a été faite en France. Il y a eu notamment des débats ouverts par le Figaro et l'hebdomadaire Marianne, mais elle est également consacrée aux États-Unis. La France au Sahel, elle est prise en tenaille, d'une part entre le marteau, qui est la colère des populations africaines, en Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, mais y compris au Tchad, puisqu'il y a des manifestations anti-françaises depuis quelques semaines. De l'autre côté, la France est prise entre l'enclume. L'enclume, elle est constituée par les Américains. Quand ils ont constaté l'échec des Français, les Américains ont décidé d'américaniser la guerre du Sahel et de transformer le centre de celle-ci, non plus au Mali, mais au Niger. Ils ont établi des bases américaines, espagnoles et allemandes là-bas. Ils ont également déployé des forces spéciales au Ghana, qui est l'État client des États-Unis. Ils ont un accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Et ils ont établi des troupes en Côte d'Ivoire. Les Français, quand ils ont vu que les Américains cherchaient à les éjecter du Sahel, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour des raisons notamment liées à la production d'uranium, ils sont venus parasiter les plans français. Aujourd'hui, il y a un groupe de chefs d'État qui est constitué par le président du Niger, Mohamed Bazoum, l'ancien président Issoufou et Alassane Ouattara. Ce sont les partisans de l'intervention occidentale. Ce sont des gens qui sont du côté français, mais qui sont également aujourd'hui soumis à l'influence américaine. Et il y a une série d'États, notamment l'axe Alger, Bamako, Moscou, qui combat contre l'impérialisme. Les Français essayent désespérément de se maintenir sur place. La question de la production d'uranium, elle est essentielle. Jusque-là, l'uranium était produit pour les Français. Ils l'avaient quasiment gratuitement au Niger. Mais maintenant au Niger, les Américains sont organisés et le principal concurrent d'Areva, des Français d'Areva, ce ne sont pas les Russes de Rosatom qui produisent leur propre uranium en Sibérie orientale, ce sont les Américains de General Electric. Il a donc fallu que les Français trouvent une solution de repli. Cette solution de repli, elle est dans le nord du Mali. Voilà pourquoi les Français, contrairement au plan américain, ne sont pas décidés à dégager, comme on dit, du Sahel et à se répartir de nouveau du côté de la mer Rouge. C'est donc un jeu à 3, avec 3 agendas différents. L'agenda des masses panafricaines qui ne veulent plus des Français, l'agenda américain qui veut américaniser la guerre du Sahel, et enfin l'agenda français qui cherche désespérément à maintenir ses positions dans le Sahel. À vous, Luc Michel, pour cette analyse. Je me retourne à présent vers vous, Linda Larbaoui. Alors, il semble bien loin, Linda, le temps où un président français
par exemple, était acclamé dans les rues de Bamako par une population en liesse. Ça, on l'a vu par le passé. En février 2013, on s'en souvient encore, Linda Larbaoui, le président François Hollande déclarait, alors que c'était le plus beau jour de sa vie politique, quelques semaines après avoir déclenché l'opération Serval avec pour but d'arrêter, entre guillemets, d'arrêter l'avancée des groupes considérés comme djihadistes vers la capitale malienne. Aujourd'hui, en 2022, l'ambassadeur français dans la même Bamako est désormais persona non grata. Ça, c'est un fait par le gouvernement malien et renvoyé mano militari à Paris. Alors, comment comprendre ce changement quasi brusque, Linda Larbaoui, alors que je repose la même question que je posais tout à l'heure à Luc Michel, alors qu'au Niger ou au Tchad voisin, on parle encore du partenaire français? Bravo à Monsieur Luc Michel au plateau et à Afrique Média et nos téléspectateurs. Comment par où je commence, il y a tellement à dire. Quand François Hollande est venu au Mali, les Maliens étaient innocents et naïfs. C'est ça que je peux dire. Le Sahel sépare vraiment l'Afrique. La France a fait en sorte que le Sahel sépare l'Afrique en deux parties et c'était réussi justement jusqu'en 2020 quand nos amis maliens ont réagi à tout ce qui se passait dans le Sahel. En Algérie, en 1982, il y a eu la première opération terroriste. Le vol de 166 kilos de TNT. C'est 166 kilos de TNT qu'on retrouve plus tard dans des explosions. Le GIA s'en est servi pour des explosions, pour fabriquer des bombes, tout ça. Dans ce groupe-là, il y avait Ali Belhadj. Si je vous dis ça, c'est ça un rapport, tout un rapport. L'Algérie, Mali, c'est lié. On ne peut pas les dissocier. Donc, il y avait Ali Belhadj du fils. On remonte dans le temps, en 92, quand l'Algérie, les militaires algériens ont arrêté le processus électoral justement parce que ces terreaux ont commencé un petit peu à prendre de l'ampleur et puis les gens avaient voté pour eux pendant les législatives et puis ils risquaient de passer carrément à la présidentielle et prendre le pouvoir. Ils étaient manipulés. Remontons l'histoire du terrorisme. Le terrorisme a été créé où les islamistes, les frères terroristes islamistes ont été créés par la France en 1928. Hassan el-Banna et Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan, qui était trésorier. C'est important, le père de Tariq Ramadan, de le souligner. En même temps, Saïd Ramadan, Tariq Ramadan, son grand-père, c'est Hassan el-Banna. À cette époque-là, la France les finançait via Suez. Et celui qui les finançait, c'était le directeur, et il s'appelait, je vous donne même son nom, c'était le comte de Benoît. Les services secrets anglais ont ils ont pris connaissance de tout ça. Ils ont laissé faire en se disant, on va pouvoir les récupérer plus tard. Le plus tard, justement, c'est dans les années 90. La base arrière de tous les terroristes, c'est Londres. Ils ont 2 chaînes de télévision à Londres. Donc, pour revenir à nos amis maliens, ils savaient pas tout ça. Le Sahel nous séparait. Et nous, les Algériens, on n'arrêtait pas de dire faites attention, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, il n'y avait pas Afrique Média, malheureusement. Et donc, la naïveté africaine et la gentillesse africaine, c'est ça qui a causé des dégâts finalement. Ils ont cru en la France, ils ont cru que la France était un partenaire, que la France allait les sauver du terrorisme. Mais ce que nos amis maliens ignoraient, je parle du peuple malien, ce que le peuple malien ignorait, c'est que ces terroristes, ils avaient également une base à Paris et ils étaient payés par Paris, ils travaillaient au profit de Paris. Il y a une semaine, pour le 5 juillet, la fête nationale algérienne, l'un de ceux qui ont ramené, qui ont
fabriqué Al-Qaïda dans le ATMI dans l'Afrique, qui est le directeur de la chaîne El Magharibiya à Londres, la chaîne des terroristes, et ben il a dit clairement nous avions le même intérêt avec la CIA, avec les services secrets français, et c'est pour ça que nous sommes alliés. Mais c'est faux, ils les ont fabriqués. On va reprendre l'un des plus grands terroristes au monde, il vit aux États-Unis. C'est Anwar Haddam. Il y a encore sa vidéo, et je l'avais envoyée peut-être 2 ou 3 fois à Afrique Média, où lui-même il dit nous soutenons la lutte armée. Cette lutte armée dans le nord de l'Afrique qui est partie après dans le Sahel. Et on va retrouver Mokhtar Ben Mokhtar. Mokhtar Ben Mokhtar travaillait pour Rached. Rached, c'est l'ancien fils, c'est l'ancien GIA. Donc tout ça c'est le terrorisme international. Donc tout ça est lié. Et ce que beaucoup de gens ignorent, et je l'ai dit une fois sur Afrique Média, Mokhtar Ben Mokhtar, au lieu d'être à Paris à toucher les RSA et toucher les allocations familiales parce qu'il était algérien mais français aussi, sa maman elle était française, et ben il s'est retrouvé dans Sahel à faire du trafic de cigarettes, tout ça pour alimenter, mais il n'y avait pas que les cigarettes. Il y avait aussi la contrebande des armes, et il y avait aussi le trafic de cocaïne et de shit qui viennent du Maroc. Là, on retrouve aussi un autre acteur qui est le Maroc. Et c'est pour ça que le Maroc n'est jamais condamné, même pour ce qui s'est passé récemment. Plus personne ne parle de tous nos frères qui sont morts au Maroc. Parce que le Maroc est une base arrière aussi. C'est la base de l'Afrique. La base arrière en Afrique. Donc, tout ce clan, nos amis maliens ignoraient. Et au fil des temps, il y a eu des massacres dans le Sahel. On a commencé à déplacer des populations. On a commencé à racketter des populations, soi-disant pour zakat. On a commencé à violer des filles, à matraquer des femmes. Mais c'est ça qui a fait que nos amis maliens se sont révoltés et ils ont compris le film. Ils ont compris que ces gens-là, ce sont des terroristes et ils sont soutenus par la France. Ils ont vécu ce que nous avions vécu auparavant en Algérie. Exactement la même chose. Sauf que là, ça se passait à l'étranger. Tout à l'heure, quand j'ai vu le sujet, j'ai envoyé à Afrique Média une ancienne vidéo de Mourad Drina qui fait partie de Rached, justement, l'équipe de Mokhtar Ben Mokhtar et de Anwar Haddam. Où c'était lui d'ailleurs qui avait émis la liste des gens à abattre en Algérie, des intellectuels à abattre en Algérie. Et une deuxième vidéo qui date il y a 2 semaines, il était en plein centre de Paris en train de manifester, d'insulter l'armée algérienne. Justement, il reproche à l'armée algérienne d'aider le Mali et de cracher sur l'Algérie alors qu'il a eu une bourse pour aller à l'étranger et il a étudié avec de l'argent algérien. Et il y a une personne du Hirak qui s'est interposée et qui est parti lui parler pour lui dire que ce que tu fais c'est pas bien. Et ben c'est notre ami le Hirakiste qui s'est retrouvé en garde à vue. Et Mourad Drina, qui est réclamé par l'Algérie depuis 2001, il y a un mandat d'arrêt international contre lui, est protégé par les autorités françaises. Il est réellement protégé. Un terroriste international reconnu comme trafiquant d'armes. Donc tout ça, nos amis maliens l'ignoraient. Mais le jour où ils ont compris, le jour où ils ont vu le film, le jour où ils ont vu que des terroristes allaient se cacher dans des casernes, le jour où ils ont compris que eux ils trouvaient pas de carburant, et puis les terroristes ils circulaient en moto et le carburant était en abondance chez eux, ils ont réagi à tout ça. Le Niger n'a pas vécu la même chose que les Maliens. Le Tchad, c'est le premier exportateur de terroristes. Il faut le dire. C'est le premier exportateur aussi de mercenaires. Alors, le Mohamed Idriss Déby, c'est encore un Mohamed, parce que des Mohamed, il y en a. Cet homme-là, au lieu d'essayer d'émanciper son pays, il vend ses enfants, les enfants de son pays. Donc, ces deux, Bazoum et Mohamed Idriss Déby, eh ben, ce ne sont que des vassaux de la France.
il travaille au profit de la France, sachant, et je l'ai dit plusieurs fois, Mohamed Idriss Déby, c'est le fils de la CIA. Donc il travaille au profit des Américains. Mais les Américains aujourd'hui, ils ne veulent pas de la présence russe, donc autant ils en voulaient plus de la France, mais maintenant oui, maintenant ils sont en train de s'allier l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne aussi qui veut revenir sur le continent, l'Italie, ils veulent tous s'allier, ou ils se sont déjà alliés contre les Africains et contre l'Afrique. Et puis Bazoum, il parle de partenaires, et Mohamed Idriss Déby parle de partenaires aussi, alors qu'il n'y a pas de partenariat. Il y a un colon qui est là. Il y a un colon qui ne veut pas rentrer chez lui, qui ne veut pas nous laisser travailler tranquillement. J'ai écouté, je vais finir avec ça, ce que Bazoum a dit, comme quoi le G7 s'était fait pour développer les infrastructures. Je sais pas, moi, si j'ai envie de faire des choses chez moi, je vais pas nettoyer dehors dans ma cour avant de nettoyer ma maison. Il fallait déjà sécuriser le pays avant de penser à développer des infrastructures. On met pas la charrue avant les bœufs. Linda Larbaoui pour cette analyse. Alors, Dimi Dalido, je me retourne vers vous à présent. De façon générale, hein, Dimi Dalido, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou même au Niger, on sait que les populations sahéliennes, dans leur immense majorité aujourd'hui, expriment de façon claire leur forte défiance à l'encontre de la politique française, de la politique menée par la France. Alors, comment cela s'explique-t-il, Dimi Dalido? Est-ce que cela s'explique, entre autres, par la dégradation continue du contexte sécuritaire qui, depuis le nord du Mali, il y a 10 ans, s'est propagé au fil des années vers le Niger et le Burkina Faso voisin? Est-ce que cela est, entre autres, la raison principale de cette défiance vis-à-vis de la politique menée par la France dans le Sahel, selon vous? Dimi Dalido, si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, excusez-moi. Allez-y. Je disais bonsoir à tous, téléspectateurs, et merci de m'avoir invité. Bonsoir. Alors, je dirais que je partirais d'abord de ce postulat qui consiste à dire je dirais que l'impérialisme, c'est comme le démon. C'est le père du mensonge. Et au départ, l'opération Barkhane, enfin au départ, l'opération Barkhane avait été précédée par l'opération Serval. Serval, oui. Serval. Ce qui saute aux yeux comme ça quand vous observez la politique en France, c'est que ce soit Sarkozy, Monsieur Sarkozy, Monsieur Hollande, Monsieur Macron, ils ont toujours appliqué la même politique au Sahel. Alors qu'en France, ils sont présentés comme des dirigeants politiques qui qui viennent de partis politiques différents. Vous voyez, M. Sarkozy est plutôt à droite, M. Hollande est plutôt à gauche, M. Macron est plutôt entre les deux, il se positionne pas, et on s'aperçoit que bizarrement, lorsqu'il s'agit de l'exportation des capitaux vers les sources de matières premières, parce que c'est de ça dont on parle, donc lorsqu'il s'agit de déstabiliser, de récupérer leurs anciennes colonies et de conserver en tout cas la mainmise dessus, ils sont tous d'accord. Et en fait, l'opération Barkhane, l'opération Serval, il a généré une question importante, en tout cas une analyse, qui consiste à dire, enfin, une affirmation un peu primitive, qui consiste à dire que tous les groupes armés, quel que soit le groupe armé, est forcément terroriste. Vous voyez, à partir du moment où vous avez un groupe qui prenne des armes, à un moment, forcément, il est terroriste. Et l'impérialisme, quel que soit l'impérialisme, qu'il soit français, allemand, nord-américain, donc les États-Unis, quel que soit l'impérialisme, il a toujours joué sur cette confusion-là. Il a toujours dit, à partir du moment où vous avez un groupe armé qui prend les armes, il est forcément terroriste. C'est ce qui est débile. C'est une position débile. Parce qu'indirectement, ça voudrait dire que, par exemple, les guerrieros castristes dans la Sierra Maestra en 1958 jusqu'à 1959, ils étaient terroristes. Non, pourtant ils étaient anti-impérialistes, ils militaient pour dégager la dictature de Batista. Ouais, on peut en prendre plein des exemples. Donc, au début, l'opération Serval dit bon, on va lutter contre le MNLA, le Mouvement de Libération
de l'Azawad qui serait un mouvement terroriste. Parce qu'ils ont pris les armes. Mais attention, parce que lutter contre le MNLA, ce n'est pas du tout lutter contre un groupe terroriste. Le MNLA, les mouvements de libération, le MNLA est un mouvement, alors avec ses défaillances, mais au départ c'était un mouvement de libération de l'Azawad, et qui à un moment était, il fallait bien s'en sortir, quand on est opprimé et martyrisé par les forces impérialistes, à un moment, et qu'on a faim, qu'on a la dalle, à un moment il faut trouver une solution, vous voyez. Et donc, et là la confusion, elle est omniprésente, et chaque fois que les armées impérialistes interviennent, ils jouent toujours sur cette confusion, ce qui permet d'étouffer toute forme d'opposition qui serait une opposition problématique, qui serait véritablement une position destructrice pour les forces impérialistes en place. Voilà. En fait, ce qu'ils veulent, c'est de conserver une opposition acceptable pour l'impérialisme. Ensuite, l'opération Barkhane, je vous rappellerai, encore une fois, vous m'excuserez, mais je reviendrai encore sur le rôle de la bourgeoisie comprador, qui parfois se reflète dans les événements. Ensuite, l'opération, le Mali, on se rappellera que en août 2020, pardon, lorsqu'il y a eu le coup d'État renversant M. Keïta, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose que fait le CNSP, M. Ouagué à l'époque, le colonel, la première chose qu'il fait, il prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, il fait un véritable serment d'allégeance à l'opération Barkhane. C'est la première chose qu'il fait. Si vous regardez sur YouTube les passages, si on en retrouve, etc., la première chose qu'il fait après le coup d'État, c'est un véritable serment d'allégeance à l'opération Barkhane et aux différents accords internationaux qui s'empressent de valider, en fait. Donc, vous voyez, et comme par hasard, ensuite, après le coup d'État, vous avez, on l'a vu dernièrement, des milices ivoiriennes au service pro-Attara et donc forcément indirectement pro-impérialisme occidental, qui tentent de déstabiliser le Mali, qui normalement aurait dû prendre la tête du G5. Donc le G5, la France, je partirais de ce postulat simple qui consiste à dire pourquoi l'impérialisme français se casse les dents sur le Mali. C'est tout simplement que à partir du moment où le peuple est en mouvement, quel que soit le peuple, qu'il soit français, malien, allemand, quel que soit le peuple, là on parle du peuple, à partir du moment où il est en mouvement, qu'il est dans la rue, il a forcément raison. Ça, c'est la base de départ. Parce que à la base, quand le peuple est en mouvement et qui pose des revendications, qui pose ses velléités, ses volontés, ses perspectives d'avenir, il a raison parce qu'on parle de la souveraineté du peuple, base de la démocratie intégrale. Et après, ça ne veut pas dire qu'il a forcément raison. Certains peuples, lorsqu'il est en mouvement, la France, par exemple, en France, il y a eu plusieurs mouvements. Vous savez qu'en France, c'est un pays de révolution, c'est un pays qui a été formé par une succession de révolutions, en partant de 1789, en passant par exemple 1968, avant 1830, les Gilets jaunes dernièrement. C'est un pays qui a été formé par les révolutions. Donc, les peuples font des erreurs. Mais à partir du moment où le peuple pose des revendications et qu'il est en mouvement, il a forcément raison. Ça, c'est important. Ça, c'est une base. C'est un principe constituant, je crois. Si on veut accepter la démocratie intégrale, et c'est ça qui doit être mis en application en Afrique, je pense. Encore une fois, c'est pas un jugement. Je ne me permettrai pas de juger mon frère africain. C'est une approche interrogative. Si on veut instaurer une démocratie intégrale, c'est-à-dire l'autodétermination du peuple, c'est-à-dire le droit de disposer de lui-même, forcément, il faut accepter ce que le peuple dit. Le peuple dit. Et le peuple malien a dit qu'il voulait plus de l'impérialisme français. Il a dit, il en a marre. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce que l'armée française et tous les autres, que ce soit l'armée allemande, l'armée française, l'armée nord-américaine, qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement au niveau des infrastructures? Qu'est-ce qu'ils ont apporté aux différents peuples africains? Alors, vous avez une infrastructure, une superstructure qui se développe, vous avez des chemins de fer qui se développent, vous avez des usines qui se développent, vous avez toute l'infrastructure du pays qui se développe, la base matérielle nécessaire pour développer le pays, l'économie nationale, les différentes économies nationales se développent. Mais mon frère africain, lui, se développe jamais. Lui, il continue à végéter, il continue à ne pas aller à l'école, et quand il est enfant, il continue à pas toucher un salaire convenable, et pire, avec la mondialisation du capitalisme, le capitalisme monopoliste, c'est ça dont on parle d'impérialisme, qui a étendu ses métastases au niveau mondial.
on assiste à un prolétariat, ce que j'ai appelé le cyberprolétariat, le prolétariat du clic. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des multinationales, qu'elles soient françaises, allemandes ou autres, qui exploitent une force de travail qui est à l'autre bout du monde. Avec le cyberespace, c'est facile. Ils travaillent 15 heures par jour et ils passent leur journée sur l'ordinateur. Ils touchent l'équivalent de 25 € par mois, ce qui est un salaire de misère, et ils génèrent du profit pour les monopoles capitalistes occidentaux. Voilà la situation dans laquelle on arrive. Donc, qu'est-ce que le peuple doit l'accepter, ça? Ben non, il ne peut pas l'accepter. C'est normal qu'il l'accepte pas. Et quels que soient les peuples. Donc, voilà. Donc, de toute façon, là, avec le monde multipolaire qui prend forme, avec le nouvel ordre social qui prend forme et avec les deux pôles qui sont en train de se constituer, de toute façon, vous savez, je ne pense pas que le pétrodollar et l'Union européenne des monopoles va tenir la route face au développement du continent eurasiatique. Il ne pourra pas tenir le coup, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Pour deux choses. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du profit? Concrètement parlant, qu'est-ce qu'il faut pour faire du profit? Il faut deux choses. Il faut un capital constant, qu'on appelle les moyens de production, tout ce qui est matière première et machines pour produire. Ça, ce sont les moyens de production, c'est ce qu'on appelle le capital variable. Il vous faut aussi un capital variable. C'est comme ça que les capitalistes nomment la force de travail humaine qui est exploitée. Le capital variable. Il faut bien comprendre que dans le cadre du capitalisme, l'homme n'est plus un homme. Il n'est qu'une marchandise. Donc, capital constant, capital variable, vous créez du profit. Donc, qu'est-ce qui génère le profit? C'est bien la force de travail humaine exploitée dans les processus de production capitaliste. Et cette force de travail, qu'elle soit française ou africaine, c'est la même base de principe. Donc, de toute façon, le continent eurasiatique qui se développe a un taux de profit en devenir qui est excessif, parce que la force de travail sur le continent eurasiatique et les moyens de production sont excessifs. La force de travail et les moyens de production sur le continent africain sont excessifs. Et lorsqu'il va y avoir, et j'espère de tout mon cœur qu'il y aura libération des différents peuples africains, qui vont se libérer du joug impérialiste, et qui vont pouvoir enfin développer les différentes économies nationales en développant leur production à eux, en travaillant leur matière première à eux, et qui vont pouvoir s'intégrer dans ce nouveau monde. Et qui vont pouvoir enfin, avec les nouveaux accords, alors avoir des accords économique avec le continent eurasiatique, ça ne veut pas dire perdre sa souveraineté nationale. Il faudra jouer là-dessus. Je prends un exemple concret, j'ai noté. On parle de matières premières, parce que c'est bien d'utiliser des termes qui font joli dans le paysage. Et je voudrais apporter un exemple concret. On a tous des smartphones. On utilise tous des smartphones. 20% pour produire un smartphone, il vous faut plus de 20% de cuivre. Il vous faut plus de 15% de lithium. Il vous faut du cobalt, du magnésium, il vous faut du nickel, il vous faut du chrome. Où est-ce qu'on le trouve? On le trouve en Afrique. Ça veut dire qu'actuellement, là, j'ai un portable à côté de moi. Bon, là, je l'ai pas. J'ai un portable à côté de moi. Si je peux, ici, en France, utiliser mon portable, c'est parce qu'ils ont été le chercher sur le continent africain, malheureusement. L'uranium. Tout à l'heure, le camarade Luc Michel parlait d'uranium. La production d'uranium est très importante parce que les réacteurs nucléaires fonctionnent avec l'uranium. Et les réacteurs nucléaires, où est-ce qu'ils se trouvent? Il se trouve ici, entre autres. Le bauxite. Je vous rappellerai que le bauxite est une matière première très importante qui, une fois travaillée, devient de l'aluminium. Donc, et de plus, la technologie qui se développe permet aux différents pays impérialistes d'avoir une vision sur les matières premières beaucoup plus développée. Et ils peuvent faire, vous savez, un schéma, un inventaire des différentes matières premières, leur positionnement, où est-ce qu'ils se situent, etc. Ce qui permet d'anticiper leur perspective de domination militaire, politique, économique, sociale, etc., etc. C'est compliqué, c'est vrai que c'est compliqué. Alors je voudrais apporter une précision, je finirai par ça. Parce que je voudrais quand même qu'on fasse pas la confusion entre le gouvernement et le peuple. Parce que, je vais vous dire, moi je suis militant depuis plus de 20 ans, maintenant, et ce que je constate dans le peuple français, c'est que la majorité du peuple français, qui pour la majorité est issue de la classe ouvrière et des couches populaires, sont de tout cœur avec le peuple africain. Le peuple français, dans sa majorité, soutient le peuple africain. Il ne faut pas confondre le gouvernement, qui est même pas légitime pour nous,
Nous, on l'a toujours dit, le gouvernement Macron, actuellement, il n'est même pas légitime. Les structures électorales, ce sont des élections totalement dominées par la bourgeoisie monopoliste. Il est passé, le mec, il avait 20%, avec 20%, il est passé. Vous voyez, 80% des Français étaient contre et pourtant il est passé. Vous voyez, il a été élu, ce qui est très problématique. Bref, donc le peuple français, dans sa majorité, est du côté du peuple africain. Et je crois que c'est là-dessus que nous devons travailler, un front mondial commun de tous les peuples, indépendamment de nos gouvernements, qui sont des, et là je prends mes responsabilités en disant ça, qui sont souvent des voleurs, des corrompus et des collaborateurs. On va ouvrir le standard et permettre à nos téléspectateurs d'interagir avec nous sur cette thématique cet après-midi. Au téléphone avec nous. Allô, bonsoir, bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue. Que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur votre antenne. Vous êtes à l'antenne, allez-y, on vous écoute. Allô? Nous saluons vos invités et les techniciens. Nous saluons Luc Michel, Linda et puis Odimi. Merci pour vos analyses. Oui. Alors, ce que nous pouvons dire, pourquoi nous allons même parler de l'échec? Ce n'est pas l'échec. La France est dans un sale besogne. Est-ce que l'Afrique ou bien le Mali, le Sahel appartient à la France? De quel droit la France arrose pour dire qu'elle vient faire quoi? Elle fait quoi? C'est une injustice que ceux-là pratiquent. Et cette injustice date de longtemps. On va pas parler d'échec. Quel échec? Pourquoi? Ils doivent ramasser les affaires et partir. Ça, ils n'ont qu'à comprendre. Bazoum n'a qu'à comprendre qu'il n'a qu'à aller Bazoum n'a qu'à comprendre que Mobutu a fait plus que lui. Être membre de la CIA, je ne sais pas quoi, cette bêtise-là, raciste. Bazoum n'a pas encore compris. Il pense qu'il joue un grand rôle. Il pense qu'il est maintenant l'homme de l'Amérique. C'est faux. Il doit changer de mentalité. Sinon, il n'a qu'à voir seulement comment est-ce que Mobutu a fini. Être membre de la CIA, vous le doigt, ne vous apporte rien. Sortez de cette chaîne diabolique-là. Occupez-vous de vos populations. Laissez ces personnes, ils ne sont que des menteurs, des manipulateurs, des racistes, qui ne font que vous manipuler. Et après vous jeter comme des éponges. Si vous ne faites pas attention, vous les dirigeants, qui êtes à la tête aujourd'hui de nos États, mais vous allez payer le prix toujours, hein. Comme les autres représentants, vous n'apprenez jamais de ça, c'est grave, parce que le temps a changé. Le temps a changé. N'imposez plus aux Africains votre déshydratat personnel. Être membre de la CIA, quoi, ça n'apporte rien. Mahamad de Tchad, changer de mentalité. Chassez la France de l'Afrique. La France et ses alliés, chassez-les, c'est des impérialistes qui ont toujours tué les Africains. Chassez-les de l'Afrique. Un point trait. Il n'y a rien à dire. L'Allemagne, que ce soit n'importe. Chassez-les de l'Afrique. C'est des menteurs. Des gens qui ne sont pas sérieux. Du principe de mensonge. Il ne faut que rouler les Africains. Il n'y a rien à attendre de ceux-là. Ayez le courage de le leur dire. De partir, de payer bagage. L'Afrique ne les appartient pas. L'Afrique appartient aux Africains. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean. Merci pour votre appel et votre participation. Derrière vous, on va prendre un autre appelant. Bonsoir à vous. Bienvenue. Vous êtes en direct. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bienvenue. Allô? Allô, bonsoir, bienvenue Delphin. Oui, bonsoir ma chère sœur Madame Gouba, c'est Delphin de Bujumbura. Bonsoir, bienvenue à vous. Je transmets mes salutations à l'ensemble des équipes d'Afrique Média. Merci encore une fois de m'accueillir à la maison.
Et donc, je n'oublie pas les invités. Mon cher aîné Luc Michel, ma chère grande sœur, Madame Linda Larbaoui, et je crois le troisième, je lui demande encore pardon, je n'ai pas encore bien mémorisé son nom. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je vais simplement apporter quelques éléments. D'abord, à l'adresse de notre sœur Linda, j'aimerais lui dire que je suis assez d'accord sur ce qu'elle avance au sujet de Monsieur Bazoum. Je ne suis pas encore totalement convaincu, mais je sais que l'Algérie, les autorités algériennes ne l'auraient pas du tout invité récemment lors du défilé militaire, lors de l'indépendance de l'Algérie. Donc, je suis d'accord avec ça, et j'attends d'autres éléments pour pouvoir vraiment me prononcer là-dessus. Maintenant, j'aimerais apporter un élément à ce qu'a dit Monsieur Jimmy, je crois, quand il parle du peuple français. Je suis d'accord avec lui. Une bonne partie des Français ne sont pas du tout opposés au panafricanisme. Mais il y a un effort particulier auquel le peuple français aussi doit être appelé. Quand je dis français, je parle du peuple européen en général. J'ai vécu moi-même 20 ans en Europe, en Suisse, en France, en Belgique, entre autres. Il faut que ce même peuple abandonne ses habitudes, je dirais, moutonnières. Il faut qu'il fasse un effort pour gagner en érudition. Ma propre expérience m'a montré qu'il existe des Européens qui disent, grosso modo, moi, ce qui se passe en Afrique ou ailleurs dans le monde, je m'en fous. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner de subir les contre-sanctions, par exemple, que l'homme fort du Kremlin est en train d'appliquer au peuple européen dans sa globalité. Et récemment, je voyais encore comment ils s'étonnaient sur leur chaîne LCI, BFM TV, du fait qu'ils n'ont plus de gaz via Nord Stream 1. Donc, si ce même peuple européen veut que le peuple africain le prenne un peu plus au sérieux, il faut que lui aussi fasse un effort au niveau de son degré d'érudition et d'intelligence. C'est la seule manière que je vois pour éviter d'amener au pouvoir, et là aussi je prends mes responsabilités, des assassins, parce que je n'aime pas donner des grades à des gens qu'ils ne méritent pas, des assassins comme Monsieur Nicolas Sarkozy, ou Tony Blair, ou encore David Cameron. Pour moi, ce sont des assassins, et le peuple européen, même s'il n'a pas la même responsabilité que ces gens-là, est en partie responsable pour avoir été naïf. Pendant des décennies, ce n'est pas une seule élection, ça se répète depuis au moins Chirac. Ils élisent des gens incompétents, des menteurs, des assassins comme Bush fils, et après, ils sont là, pleurnicher, on n'a plus de gaz, l'Afrique nous déteste. Il n'y a rien d'étonnant. On prend l'être humain en fonction de la manière dont il se présente. S'il se fait passer pour un bouffon, on le prend pour un bouffon. S'il fait un effort, on reconnaît son effort. Donc je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres. Afrique Média, une fois de plus, le monde, c'est nous. Merci à vous, très cher ami Delphin. Merci pour votre appel de Bujumbura. Au Burundi, on va rester au standard pour prendre notre appel. Allô, bonsoir à vous au téléphone. Bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Vanessa, merci beaucoup Call Center. Je veux dire bonsoir à vos invités sur le Zoom, Madame Linda, Mr. Luc Michel, et puis le troisième, je n'ai pas retenu son nom. Je vais revenir sur les thématiques. Quand vous avez mis sur le titre, ce qui est très juste, et je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus, parce que quand une puissance militaire comme la France, qui depuis 2008 est arrivée au Mali pour soi-disant défendre le terrorisme, et que nous sommes aujourd'hui en 2022, ça fait beaucoup, Madame Vanessa, c'est trop. Ça sous-entend que la France est en train d'endormir en fait le Mali pour faire autre besogne. Voilà en fait le summary que je peux dire sur la situation. Maintenant qu'elle sent son échec voué totalement, elle essaie de faire opération séduction
avec le Niger. Et vous savez très bien que le Niger est tenu par le multinational du uranium. Donc, le président actuel, il est dans le ballottage entre la présence militaire américaine et également le multinational française qui détient son économie, l'uranium, et aussi qui a une influence très prononcée sur le choix des présidents du Niger. Quand on entend son discours pour dire qu'il invite le Mali à rejoindre le G5, ça fait trop rire, Madame Vanessa, parce que on a comme l'impression que c'est un dialogue de sourds parce que Monsieur Assimi Goïta, excusez-moi de utiliser ces expressions, a mis le coton dans ses oreilles. Donc, pour dire qu'il n'entend pas tous ces cris qui sont en train de lancer. Il a une feuille de route qu'il doit respecter. Et quant à le comportement de président du Niger et puis de Mauritanie, je trouve qu'ils n'ont pas encore compris que le monde a changé et que ça basculé actuellement. On est dans une autre sphère. Il faut lire les géopolitiques internationales pour comprendre que aujourd'hui les États-Unis sont agités partout, en train de faire le plan de séduction des pays amis de Russie, comme les amis du Qatar, Arabie Saoudite, les pays asiatiques, les dragons de l'Asie, tout ça, pour les inciter à opter une politique américaine pour punir la Russie. En fait, l'objectif aujourd'hui qui est là, c'est que la route de la soie qui va relier le Mali et le LCA est en train d'être sabotée. Et ça, je pense que les présidents concernés comprennent, à moins qu'ils ont le pistolet derrière le cou, mais je crois que le Mali doit rester très zen et puis choisir l'option, c'est-à-dire faire comprendre que non seulement il a prouvé qu'il ne veut plus de force on est chez lui, mais aussi qu'il n'est plus partant pour ce G5. Donc, il combattra à sa façon le Sahel jusqu'à le repousser aux dernières frontières, là où ils sont sortis. Et maintenant, on va voir le véritable coupable. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Afrique Média. Bye. Nous vous remercions, cher monsieur Peter. Merci pour votre appel depuis l'Écosse. On va prendre un dernier appel avant de refermer le standard. Bonsoir à vous. Bienvenue, vous êtes en direct. Allô, bonsoir, bienvenue, l'Afrique vous écoute. Bonsoir, Madame Koumba. Bon. Oui, j'appelle depuis la ville de Bafoussam. Je salue comme ça vos invités sous Zoom. Je vais porter pour saluer Maman Africa, que j'appelle ici Linda Labaoui. Je vais saluer le professeur Louis Michel. Donc, vraiment, j'apprécie le sujet que vous avez posé ce soir sur la table. Et en disant que Mohamed Bazoum, d'après toutes les analyses qui ont été faites sur le plateau, ça a été des très meilleures analyses et très bien décryptées. Parce que justement, si nous n'allons pas voir celui qui a longtemps, je peux dire, c'est-à-dire que pousser la France devant et adouber la France pour qu'il puisse maintenir l'Afrique dans la colonisation, c'est ceux-là qu'on appelle les Américains. La preuve en est qu'ils sont passés là-bas au Niger. Ils sont là, il y a les Allemands, il y a les Espagnols, il y a les Américains, il y a la France. C'est encore ce qu'on appelle tout ce qu'ils avaient fait depuis la nuit des temps dans les années 1884-1885 pour dépêcher l'Afrique. C'est encore ça qui est encore acté, qui est encore mis sur la table. Et je pense que si nous-mêmes les panafricains ne faisons pas beaucoup attention, ils risqueront encore dépêcher l'Afrique encore davantage. C'est ce plan-là qui est déjà mis sur la table, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça qui est déjà apprêté. Et nous connaissons que les traîtres, tels que le Maroc et bien d'autres pays, sont en train alors donc de s'apprêter pour les aider, que ce plan-là puisse marcher. Et plus précisément, vraiment, nous allons donc comprendre que l'Afrique, encore une fois de plus, il faut que les peuples, parce que, comme vient de dire Delphin, ce sont plutôt, ceux qui sont à la tête de nos pouvoirs sont plutôt des assassins, ne sont pas là en train d'aider le peuple. Vous avez vu ce qui s'est passé à Milia, au Maroc, personne n'en parle, c'est passé comme ça, comme vient de le rappeler la Baoui. Personne n'en dit rien. C'était comme si l'homme africain ou bien l'homme noir, et je ne sais pas quoi, et ce qu'on appelle du bétail qu'on doit assassiner comme on veut. Donc, l'Afrique doit prendre, surtout les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités en main.
nous appelons le peuple à leur propre responsabilité. Parce que ce qui est en train de se préparer là, nous sommes déjà en guerre. Et ce qui est en train de se préparer là, doit être très mortel. Si nous nous affûtons pas nos armes pour attendre ce que les Américains sont en train de préparer, nous n'aurons que les yeux et les larmes pour pleurer. Parce que soyons prêts, c'est déjà acté et c'est déjà là bientôt. Madame Gouba, je sors en souhaitant bon week-end à vous tous et grand merci pour Afrique Média. Cher monsieur, merci beaucoup pour votre appel et votre participation depuis la ville de Bafoussam, c'est au Cameroun. On va donc revenir avec nos invités. On va faire un dernier tour de table avant de conclure l'émission. Je me retourne une fois de plus vers vous. Luc Michel. Alors, Luc Michel, lorsqu'on parle de l'échec de la politique française dans le Sahel, certains analystes évoquent l'idée selon laquelle, dans cette politique-là, il y a eu une succession d'erreurs dans l'approche française au Sahel. Alors, selon vous, quelles sont ces erreurs-là, si erreurs il y en a réellement, ou alors est-ce que la France a fait des erreurs, ou alors tous les actes, j'allais dire, ou toutes les actions qu'elle a posées ont été posées en connaissance de cause? Un livre célèbre du journaliste Antoine Glossler, c'est arrogant comme un Français en Afrique. Ce qui caractérise la politique de l'Élysée ou du Quai d'Orsay, c'est une arrogance vis-à-vis des Africains et une arrogance vis-à-vis du reste de la planète. La France croit qu'elle est encore une grande puissance, alors que, comme le dit un livre célèbre au début de cette année, c'est une puissance en décadence qui est en train de chuter au Proche-Orient, en Méditerranée, en Afrique et dans l'océan Pacifique. Mais surtout, la France a été poussée à la faute. Qu'est-ce qui explique le recul français? Pas les explications sur les soi-disant complots de la Russie, etc. Il y a tout simplement que, à partir de 2015, le logiciel de la France a été obsolète. La France n'a pas compris qu'elle entrait dans un nouveau cycle géopolitique. Ce cycle est caractérisé par un phénomène social. C'est ce que moi j'appelle la génération Afrique Média, la 4e génération du néo-panafricanisme. C'est-à-dire que jusque-là, le panafricanisme, c'était une affaire d'intellectuels isolés des masses. À partir du moment où Afrique Média commence son travail avec toute son équipe, le panafricanisme, il est soutenu par des centaines de millions d'Africains un peu partout. Et les chefs d'État panafricanistes, ils ont dorénavant un soutien, mais les autres également, ils ne peuvent plus ignorer ces masses panafricaines. Le second phénomène, c'est un phénomène géopolitique. À partir de 2015-2016, la Russie décide de revenir en Afrique. Elle importe ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire une nouvelle forme de guerre multidimensionnelle qu'elle-même, qui a été inventée au Liban par les Iraniens en 2016 et en Ukraine par les Russes en 2013. La cible de cette guerre hybride, c'est le ventre mou de l'impérialisme occidental. Les Russes ont choisi de s'attaquer à la France parce que la France est ce ventre mou. Si la France chute, les autres suivront. Les Allemands, les Espagnols, les Belges et surtout les Américains. Les Français n'ont pas vu arriver cela. Ils ont cru qu'ils étaient toujours dominants, comme ils l'étaient depuis 1960 dans le précaré français. Ils n'ont pas vu la montée du sentiment anti-français dans les masses panafricaines, qui fait qu'aujourd'hui, il y a véritablement un rejet par tous les peuples africains, en particulier dans le Sahel, de l'impérialisme français. Ils n'ont pas compris non plus que le temps des expéditions de la domination occidentale en Afrique, elle était terminée. Printemps arabe, printemps africain, c'est fini. Les Russes sont là, avec le soutien de leurs alliés chinois et de leurs alliés iraniens, et eux, ils ont apporté de l'oxygène aux chefs d'État africains. C'est ce double phénomène qui explique la chute de la France. Il est trop tard. La France peut faire tout ce qu'elle veut. Ceci d'autant plus qu'elle est confrontée à un troisième phénomène, c'est le rejet des Américains qui veulent prendre directement la place des Français dans le précaré français. Attaqué sur 3 phénomènes, par la Russie en géopolitique, par les masses africaines dans le domaine du panafricanisme, par les Américains dans la concurrence entre puissances impérialistes,
Les Français ont définitivement perdu. La chute de la France, ce n'est plus qu'une question d'années. À vous, Luc Michel, pour cette analyse. Alors, je me retourne vers vous à présent, Dimi Idaledo. On va sortir tout à l'heure avec Linda Larbaoui. Alors, Dimi, il y a comme une sorte, enfin, il y a un désamour qui est patent dans la politique entre la France et les pays du Sahel. Alors, je vous pose cette question parce qu'on évoque cet après-midi clairement cet échec-là, entre guillemets, de la politique française au Sahel. Alors, ce désamour entre la France et les populations sahéliennes, selon certains analystes, a été alimenté par une approche française ressentie par beaucoup comme paternaliste et arrogante. Alors, est-ce que vous pensez que dans cette politique française, il y a cette politique française, j'allais dire, il y a dans cette politique française un paternalisme d'une part, une arrogance d'autre part, et même aussi une incompréhension des fois? Alors, c'est une bonne question. Et alors, non, oui, effectivement, non seulement il y a de l'arrogance, mais je dirais que c'est plus que de l'arrogance. Je dirais que c'est un véritable esprit de colon. C'est un esprit de colon, en fait. Et cet esprit de colon, cet esprit de domination, elle s'exprime à deux niveaux. Elle s'exprime lorsque par exemple, concrètement, lorsqu'un soldat français s'installe dans un restaurant quelque part en Afrique, et la manière dont il a parlé au serveur, et la manière dont il parle à la population, ça paraît peut-être un peu bête comme ça, mais c'est la combinaison de plusieurs facteurs dans la vie de tous les jours qui font qu'à un moment, la population en a marre, parce que c'est un véritable esprit de colon. C'est-à-dire, je prends l'exemple de ce restaurant, on en a parlé avec une amie il y a pas longtemps, c'était au Maroc. Bon, le Français, il s'installe dans un restaurant marocain, il parle au Marocain en lui disant, vous savez, sers-moi tout de suite d'un air de dire, t'es à mon service. Bon, ça, c'est un véritable esprit de colon. Et ça, les Africains, ils en ont marre, ils en veulent plus. Ils veulent être respectés. Donc, il y a cet esprit de colon se matérialise, se voit à ce niveau-là dans la vie de tous les jours, mais elle se voit aussi sur le terrain militaire. Hein. Je pense, vous savez, on se souvient lorsque l'armée française est entrée au Nord Mali, à Kidal, et que l'armée française a refusé que l'armée malienne rentre avec elle. Alors le G5 du Sahel, pour moi, le G5 du Sahel, le G5S, c'est une tentative de construction de l'impérialisme. Hein, c'est rien d'autre que ça. Le principe constituant du G5S, c'est le même principe constituant que l'Europe. L'Union européenne est une Union européenne des monopoles capitalistes. Le G5S, c'est le même principe. Bon, sous l'égide du G5, sous l'égide de l'Union européenne des monopoles, blablabla, il nous présente la grande armée française travaillant main dans la main avec l'armée malienne contre les groupes terroristes, entre guillemets, je place bien des grosses guillemets, et lorsque l'armée française rentre à Kidal, elle doit être toute seule. Non. Si tu as fait la guerre avec l'armée malienne, et que tu rentres dans le Nord Mali, et que t'as gagné, t'as gagné aussi avec l'armée malienne. Vous voyez, ça c'est un esprit de colon. C'est-à-dire qu'on envoie, c'est un petit peu comme les tirailleurs sénégalais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, alors les tirailleurs sénégalais étaient envoyés au front, ils se sont battus pour libérer la France, le peuple allemand, le peuple français, pour libérer Paris, Berlin. Et puis une fois qu'ils avaient libéré tout le monde, on leur dit ah ouais, mais toi t'es africain, tu dois retourner chez toi. Ils se sont battus pour avoir une vie décente et ils ont jamais été reconnus. Et c'est le même principe constituant. Donc non seulement c'est de l'arrogance, c'est un esprit de colon, c'est un esprit de domination. Et je me permettrai de faire d'une pierre deux coups. Et en revenant avec l'intervention, ce que disait l'intervenant tout à l'heure, il a utilisé un terme. Il disait il faut que le peuple européen perde son habitude moutonnière. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on vit au cœur de l'impérialisme, c'est très compliqué. Vous savez, c'est très compliqué parce que ici, l'agitation de propagande, elle est constante. Vous voyez, vous êtes comme dans un peuple, qui soit français, allemand ou même aux États-Unis. Quand on vit au cœur de l'impérialisme, vous êtes comme un malade qui vit sous perfusion constante de l'agitation de propagande. C'est-à-dire, psychologiquement, c'est assez lourd. Donc, malheureusement, je dis bien malheureusement, mon peuple français, qui, pour la majorité, encore une fois, est issu de la classe ouvrière et des couches populaires, est totalement noyé dans la consommation à outrance, ils sont totalement noyés dans l'agitation de propagande, et même s'ils ont une position morale pour le peuple africain,
et ils voient pas comment ils pourraient passer à l'action. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est le travail, c'est notre travail à nous, militants, avec l'aide des médias comme Afrique Média TV, qui font un super travail pour créer un front et pouvoir construire, pour pouvoir agir tous ensemble. Donc ensuite, pour finir avec votre question, cette arrogance, elle va bientôt s'estomper. Cette arrogance, ça va se casser la gueule, parce que là, pour le coup, je suis d'accord avec ce que disait Luc Michel, c'est que de toute façon, le taux de profit en devenir du continent eurasiatique qui se développe, de toute façon, il est surdimensionné par rapport au taux de profit de l'Union européenne. Donc, et de plus, la plupart des néocolonies, parce qu'il n'y a pas de différence entre les colonies et les néocolonies, hein, c'est pareil. De toute façon, les peuples ne veulent plus des armées impérialistes, notamment qui viennent de l'Union européenne. Et de toute façon, le taux de profit de l'Union européenne est à milieu du taux de profit en devenir du continent eurasiatique. Et effectivement, le principal problème, je crois que le principal problème de tous, il vient d'où finalement? Le principal problème de tous, que ce soit les Africains, les Français, les Allemands, les Européens, vient de la bête nord-américaine. C'est l'impérialisme nord-américain qui pose problème. Déjà à l'époque, le très grand Ernesto Che Guevara le disait, Thomas Sankara le disait, Patrice Lumumba le disait, ils le disaient tous. Et le principal problème, c'est l'impérialisme nord-américain, parce que même à ce niveau-là, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez bien qu'il y a eu le plan Marshall, qui a généré une véritable subordination des différents pays de l'Union européenne à l'impérialisme nord-américain. Et en fait, ce que veut l'impérialisme nord-américain, c'est empêcher la conjonction entre l'Union européenne et le continent eurasiatique. Parce qu'il a compris que s'il y a conjonction de l'Union européenne, l'Union européenne des monopoles, donc, et du continent eurasiatique, lui, l'impérialisme nord-américain, il est foutu. Et c'est le processus de dédollarisation qui a déjà été amorcé et qui se matérialise par l'OCS et les continents asiatiques en développement, il sait très bien que le pétrodollar qui commence à se casser la gueule va encore plus vite se casser la gueule. Donc, on sait aussi que le Che le disait déjà à l'époque, Ernesto Che Guevara le disait, que de toute façon, faut pas oublier une chose, c'est que l'impérialisme, il joue sur deux plans. Il est guerrier et usurier. Guerrier et usurier. La dette des pays africains, on parle de ça quand on parle d'usurier. C'est-à-dire, il va utiliser l'aspect militaire, mais il sait très bien utiliser l'aspect économique, social, politique, qui est aussi très destructeur. Donc, la dette nord-américaine va tout faire pour empêcher cette corrélation entre l'Union européenne et le continent eurasiatique. Et c'est un peu comme la crise des missiles en octobre, la crise des missiles d'octobre, lorsque l'Union soviétique avait installé des missiles à Cuba, ce qui était logique, puisque l'impérialisme nord-américain menaçait Cuba et l'Union soviétique, donc il fallait bien réagir. Et à l'époque, on sait, avec le recul, on sait que l'impérialisme nord-américain a véritablement failli faire péter la planète. Ils ont vraiment failli faire péter la planète. Parce qu'à l'époque, ils voulaient tout, sauf laisser les régimes socialistes gagner. Vous voyez? Et je crois, et je finirai par ça, je crois que la question se pose de la socialisation des moyens de production. Elle se pose clairement. Je pense qu'on est arrivé à un niveau de la production sociale est arrivé aux portes de la socialisation des moyens de production. Et je pense que le peuple africain doit prendre en main son destin. Et je pense effectivement, et je prends mes responsabilités en disant ça, je pense que les différents peuples africains devraient viser la socialisation, la nationalisation, si vous voulez. Vous voyez, il faut nationaliser, il faut socialiser. Ils ont des structures à eux, c'est le peuple africain qui fait fonctionner les structures. Vous voyez, et je crois que à ce niveau-là, il y a véritablement un développement, une continuité nécessaire, je dirais. C'est tout. Ces analyses, pardon. On va sortir avec vous, Linda Larbaoui. Je vous pose sensiblement la même question que je posais à l'instant à Dimi Delido. Alors, en tant qu'ancienne puissance
coloniale, les autorités françaises dans le Sahel en général et au Mali en particulier n'ont pas toujours, selon certains analystes, n'ont pas toujours bien pris la mesure des sensibilités, même des sensibilités historiques qui existent avec les pays du Sahel. Elles ont souvent fait preuve d'un manque profond d'humilité et d'écoute. Alors, est-ce que selon vous, cela a participé justement de ce désamour qui existe clairement aujourd'hui entre la France et les pays du Sahel? Linda Larbaoui, pour sortir. Vous savez, la France ou les Français n'ont jamais calculé les Africains. Ils les ont jamais considérés. Moi, je ne dirais pas que la France a échoué. La France a réussi ce qu'elle était venue faire. Je dirais plutôt que c'est le peuple malien qui a gagné. Il a empêché la division de son pays. La France n'était pas là pour le terrorisme. On l'a expliqué plusieurs fois, je l'ai expliqué encore tout à l'heure. Et puis, quand je parle de Rachad, cette information, elle est bonne aussi pour monsieur Luc Michel. C'est Rachid Mesli, l'avocat de Rachad, qui a libéré Hakim Belhadj, et c'est eux qui sont arrivés, c'est toute l'équipe Rachad qui est arrivée avec BHL et Sarkozy à Benghazi. Voilà, c'est avec les Qataris. Donc il y avait des Algériens qui étaient avec eux. Donc la France était là pour diviser le Mali. Elle était là pour continuer à spolier le Mali. Elle était là pour continuer à piller le Sahel. Et elle avait réussi en grande partie s'il n'y avait pas eu la prise de conscience du peuple malien et la réaction. Et puis derrière ça, nous avons eu l'armée malienne qui, elle, à la demande du peuple malien, a réagi. Donc finalement, la France était là pour semer le chaos. Elle a réussi. C'est le chaos dans le Sahel. Il faut rétablir tout ça. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de gens brûlés? Il y a eu combien de gens déplacés et massacrés? Encore il y a quelques jours. Donc la France a réussi son pari. Il faut remonter, quand j'associe souvent le Maroc, il faut remonter à la carte qui a été redessinée à partir de 75, justement quand les États-Unis ont décidé de redéfinir les cartes de l'Afrique, avec bien sûr l'intervention de Kissinger et George Soros, et on a créé l'histoire de la Mazirité en 1971 et en 1975, on a créé le Grand Maroc. Le Grand Maroc, ça va jusqu'au Sénégal. Ça comprend le nord du Mali. Ça va jusqu'au Soudan. Donc, ça implique aussi une partie du Niger. Donc, tout ça était dans cette intervention Serval qui est devenue Barkhane. C'est ça la réalité. Donc, la réaction du peuple malien a sauvé véritablement le Mali et le Sahel. Donc un jour, les autres peuples remercieront les Maliens parce que leur réaction a permis à sauver le Sahel. Maintenant, je vais répondre à nos amis. Les Français sont racistes. Il faut arrêter de dire que les Français ne sont pas racistes. Il faut arrêter de dire il faut faire la différence. Le Français s'en fiche complètement là. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Ils se préparent à partir en vacances si ce n'est déjà fait. Et à la rentrée, eh ben le gaz a augmenté, l'électricité a augmenté, donc ça va râler, ça va sortir dans les rues. Et le gouvernement français, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer encore une fois de réinvestir l'Afrique pour payer, pour avoir de l'argent. Et cet argent, c'est au détriment des peuples africains. Le Français s'en fiche complètement. À la limite, là, je commence à m'énerver parce que on donne aux gens des fausses informations. Je vis en France depuis 33 ans. Je sais ce que j'ai vécu. Je vois des choses autour de moi. Les Français ont l'habitude, chez eux, on achète la paix sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur donne de l'argent, comme ça ils restent tranquilles. Mais il n'y a pas plus feignant qu'un Français. La France n'a pas d'histoire. Si on revient à la Révolution française, la Révolution, ça fait partie de la propagande. Donc le Français, il faut qu'il revienne à tout ça pour qu'il nous fiche la paix en Afrique.
La Révolution française, c'était quoi? C'était les bourgeois qui avaient l'argent, qui n'avaient pas les titres, hein, qui se sont rebellés, ils ont poussé le peuple à se révolter contre un roi qu'on a guillotiné pour mettre qui derrière, hein? Quand on a mis Napoléon, on a fait de lui quoi? Un empereur. C'est ça l'histoire de France, c'est ça la propagande. Donc, monsieur, si vous voulez défendre l'Afrique, revoyez tout ça d'abord. La propagande de 68, c'était quoi? Eh ben, c'était c'était le printemps français provoqué par les Américains parce que De Gaulle avait décidé de sortir de l'OTAN. En 2005, il y a eu la même chose avec Chirac. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un accord avec Tony Blair pour faire une armée au départ de 60 000 personnes. Et à chaque fois que la France a échoué contre les États-Unis, elle est venue nous prendre en otage, nous, en Afrique. Donc, pour se débarrasser de la France une fois pour toutes, il faut dire la vérité ou il faut chercher la vérité. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra continuer à vaincre. Le peuple malien a fait échouer tout, mais tout ce que la France se préparait, et je l'en félicite, surtout que nos amis maliens tiennent bon, et ils ont le soutien de quelques pays. Donc la France a échoué dans un sens parce que les Maliens se sont réveillés, mais dans un autre sens, non. La France était en Afrique pour semer le chaos et elle a vraiment réussi parce que actuellement le Sahel, c'est le chaos. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Linda Larbaoui, merci pour toutes ces analyses. On permettra à Jimmy Dalido et Luc Michel d'aller. Non, nous sommes arrivés donc au terme de cette édition d'Appel sur le continent. Linda Larbaoui, je vous remercie.